Alors, maintenant, la parole est donnée au professeur Ilham Slimbourté de l'Université libanaise Liban, qui va nous parler du pouvoir cathartique de l'écriture de soi, reconstruction identitaire et réconciliation dans le roman français contemporain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça excite notre curiosité parce que le titre présage de parler de la littérature du roman français contemporain, donc sujet assez vaste et en relation avec l'écriture de soi. À vous, professeur, la parole. Merci, monsieur. Je voudrais tout d'abord demander aux intervenants à distance de bloquer leur micro, que ça fait du bruit. Ensuite, je voudrais demander le partage d'écran. Ça y est? Oui. Vous avez mon écran? Non. Vous n'avez pas mon écran? Elle peut partager des slides. Pas encore, madame. Mais voilà. Est-ce que vous m'avez permis de partager? Il faut me donner l'autorisation. Mais sinon, on vous voit, professeur. On vous voit et vous entend. Vous me voyez? Oui, on vous entend. Alors, moi, le partage d'écran, nous attendons. Vous n'avez pas le partage d'écran. Donc, l'intitulé de mon article, c'est le pouvoir cathartique de l'écriture de soi, reconstruction identitaire et réconciliation dans le roman français contemporain. Bientôt, je ne peux pas couvrir toute la littérature contemporaine. J'ai choisi deux auteurs femmes, Sybille Lacan, la fille du célèbre psychanalyste Jacques Lacan, et elle est traductrice de l'espagnol, de l'anglais et du russe. Elle avait publié en 1994 un roman, Un père, sous-titré Un père puzzle. Sous le titre Père, il y a Puzzle. Un livre traduit en une quinzaine de langues et dans lequel elle relatait avec émotion et talent, tendresse, ses relations complexes avec son père. La deuxième écrivaine, c'est Marie Nimier. Marie Nimier est née en 1957. Elle commence à 15 ans une carrière chaotique de comédienne et de chanteuse, participe aux créations théâtrales et musicales du Palais des Merveilles et des Inconsolables. Elle a publié plusieurs romans traduits dans plusieurs langues, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Italie, Japon, Grèce et Thaïlande, aux États-Unis. Son livre Sirène, je cite quelques romans: Sirène, La girafe, La caresse, Domino, La nouvelle pornographie et des textes pour la danse réunis sous le titre Vous dansez, et des nouvelles et des livres pour enfants. Je t'ai coupé. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend, professeur. On vous entend, professeur. Poursuivez. Je voudrais donc, j'ai présenté mon corpus, je ne sais pas si vous avez pu suivre, c'était deux écrivains françaises, Sylvie Lacan, fille du célèbre psychanalyste Jacques Lacan, dans son livre Un père, sous-titré Puzzle. Et Marie Nimier, dans son livre La reine du silence, où elle a parlé de son père aussi, de la disparition de son père à l'âge de 36 ans et des problèmes très complexes qu'elle avait vécus et qu'elle relate dans La reine du silence.
Les deux écrivains donc ont abordé dans leurs œuvres la question de la reconstruction identitaire à partir de l'absence de la figure paternelle et ils ont insisté sur l'écriture, l'importance, le pouvoir cathartique de l'écriture. Je vais donc revenir à mes slides. Je suis la quête du père et de soi préoccupe de manière permanente les écrivains Marie Nimier et Sybille Lacan dans leurs romans intitulés respectivement La Reine du silence et Un père puzzle. Longtemps affrontés à l'absence de leur père, aussi bien physique que symbolique, les narratrices adultes affirment avoir recouru à l'écriture pour exprimer leur monde intérieur et c'était le mode d'expression privilégié pour les aider à dépasser les blocages qu'elles ne parvenaient pas à éliminer. La dimension thérapeutique de l'écriture se dévoile au cours des romans à travers des stratégies capitales et élémentaires. Transmettre leur drame sur un journal a permis à Lacan et Nimier de combler les brèches et d'assouvir les trous de mémoire et les chapitres lacunaires de leur vie. Je commençais à tenir mon journal dans le train, sentant que c'était là pour moi la seule manière de ne pas sombrer tout à fait, de ne pas me perdre tout à fait. Un père. L'écriture s'avère comme preuve d'existence et comme moyen permettant à son identité malade de trouver sa propre voie et de pouvoir ainsi survivre, se structurer. Attraper les mots avant qu'elles ne m'échappent, trouver en effet une preuve de mon existence, tenter de survivre, c'est tout. Le seul moyen de survivre dans le règne du silence, écrit Marie Nimier, l'écriture pour combler le vide. C'était le seul moyen de survivre. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, professeur. Est-ce que je suis connectée ou bien je dois faire quelque chose? Si, vous êtes connecté. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Poursuivez. Pour retrouver la figure paternelle défaillante qui va les aider à reconstruire leur identité, les deux écrivains s'engagent dans une quête difficile, désespérée, pour mettre fin à leurs maux, à leur déracinement, dont l'origine est l'angoisse du présent et la frustration du passé. La quête du père et par conséquent de soi se manifeste dans un père puzzle par des voyages spatiaux, des déplacements d'un milieu à l'autre, une sorte d'errance qui cherche des réponses à des questions non encore résolues, comme celle de l'appartenance, de la reconnaissance et de l'affirmation de la filiation. C'est ainsi que Sybille Lacan nous transporte avec elle dans divers pays, en Russie, à Moscou, à Vienne, tout en traversant l'Europe. Ne serait-ce pour elle qu'une manière de ne pas se perdre tout à fait, de fuir et de chercher en même temps ces bouts d'incertitude et de manque qui la hantent tout le long de son récit. Sybille Lacan mène en même temps sa propre quête, celle de trouver le diagnostic à ses souffrances, autant physiques que psychiques. Mais qu'est-ce que j'ai? En marge de ces voyages infinis, elle se lance dans des analyses psychanalytiques, réclamant analyste et cure de sommeil à la fois. Elle va même jusqu'à la consultation de son père, paradoxalement origine de ses maux, lorsqu'elle avait des doutes sur l'origine de sa maladie. Sa quête bute sur des difficultés. Rien ne bougeait malgré l'analyse. La quête ne se borne pas
à une représentation spatiale et son cheminement ne passe pas seulement par le voyage au sens propre. Les pérégrinations des personnages prennent l'allure d'une errance intérieure très symbolique qui se manifeste tantôt à travers le retour mémorial vers le passé ou à travers les photographies, tantôt à travers le rassemblement des savoirs partiels et de quelques pensées fragmentaires. Marie Nimier, dans La Reine du silence, s'applique à montrer comment il est difficile d'évoquer son père. This meeting is being recorded. De cet homme est rassemblé en image fragmentée. Décision soulignée par les termes « je me tourne, je parlerai, je m'aventurerai à raconter, je gratterai un peu, j'écrirai ». Deux champs d'investigation se présentent à elle, la représentation publique de l'écrivain, son père était écrivain, et l'espace privé familial. Il en résulte un dédoublement de l'image paternelle dans l'ensemble du texte. D'un côté, la représentation publique de l'homme des lettres, stigmatisé par sa disparition précoce, et de l'autre, la perception privée de la petite fille qui ne comprend pas toujours ce qui se passe autour d'elle. Perdue dans la figure paternelle floue et inaccessible, elle se tourne vers le domaine public. Elle fouille les médias, certains journaux de l'époque, l'Internet, quelques articles et dictionnaires, un texte de Michel Descomps, où elle découvre des manuscrits et des lettres de son père. Elle s'applique à l'écoute de personnes étrangères. Lui, le gardien, qui m'a appris que, on me parle de Roger Nimier, ce recours à l'extérieur pour comprendre l'intérieur met à nu l'énorme fossé creusé entre le passé et le présent. Ce visage qu'elle ne réussit pas à reconstituer est marqué par les mots des autres. Nimier insère dans son récit des mots des proches et des amis du père pour que la reconstruction identitaire, pour que l'image recherchée soit la plus vraie possible. C'est une citation du saillant Fernand. La narratrice replonge dans le passé par l'intermédiaire de la photo, emblème de la présence et de l'absence. Roger Nimier plus jeune, en col marin, Roger Nimier et sa casquette de chauffeur, Roger This meeting is being recorded. Identique. Entre le rejet et accusation, Sibylle Lacan, obligée de combattre seule un mode de vie imposé par le divorce de ses parents, abandon, solitude, errance, mais aussi un manque de confiance en soi, explique les réactions défensives qu'elle adopte et qui se manifestent par l'émotion d'attaque et de réaction. Sa souffrance due à l'inconstance de l'image paternelle
fut accompagnée d'une autodiminution qui se mettait à l'ébranle à chaque fois qu'elle sentait la supériorité des autres, surtout de sa sœur Judith l'écrasée. Je souffrais le martyre, maladroite, gauche, être de seconde zone. À vrai dire, ce sentiment d'infériorité ne provient pas seulement du désaccord avec la loi commune, ici le cercle familial, mais surtout du conflit de l'individu avec lui-même, avec soi, qui réclame impérieusement pour des motifs d'équilibre, qui réclame de la psyché, que soit, et là je cite Carl Jung, que soit combler les déficits et des lacunes obscurément perçues. S'ajoutent à ces réactions les notions de rejet et d'accusation qui ont poussé Sibylle à haïr son père pendant des années en le désignant responsable du désastre familial. Mais à le regarder de près, cette réaction n'était pas dynamisée par la haine, ni par la méchanceté, mais bien par les besoins d'amour, de sécurité et d'appartenance, lesquels étaient constamment en question tout le long du récit. Le mécanisme de défense chez Marie Nimier, quant à Nimier, elle s'est enfermée dans une nébuleuse de crainte et d'instabilité en se livrant aux réactions de blocage, cherchant et recherchant cette figure du père sans y trouver issue. Son activité restant en suspense, en équilibre incertain entre d'une part un passé hanté par l'absence du père et d'autre part un présent qui vit toujours avec cette carence incurable. Ainsi bloqué dans une situation paralysée un peu comme l'âne de Buridan, ici je cite Carl Jung. Ainsi bloqué dans cette situation paralysée un peu comme l'âne de Buridan, la marche en avant de son existence se trouva naturellement arrêtée et s'établit alors en elle cette désunion intime. Fin de citation. Si les écrivains Nimier et Lacan furent obligés de revisiter les failles de leur enfance et les traces d'un passé aussi troublant que troublé, ce fut souvent à travers la figure paternelle, vu que le récit de l'autre est le détour nécessaire pour parvenir à soi, citation de Viat. Cette quête de soi débouche sur une question primordiale, celle de l'identité menacée, une identité en recherche. Ce n'est pas seulement à l'absence de l'image paternelle que s'affrontent les héroïnes, mais aussi à l'identité aléatoire, fragmentaire qui leur reste. Les héroïnes, après un long processus douloureux, cheminent lentement vers la création d'une dialectique intérieure entre conscient et inconscient qui correspond à une nouvelle naissance, à un, je cite Jung, nouveau parler de l'humain à partir duquel le passé s'éclaire et se rassemble et à partir duquel l'homme se circonscrit, se définit, sans doute pour de nouveaux efforts. Jung, dialectique du moi et de l'inconscient, page 11. Après un long processus de reconstruction identitaire, marqué autant par les chocs affectifs constants que par les sentiments d'instabilité et d'ambiguïté dus à la carence paternelle, les narratrices sont arrivées à cheminer vers une sorte d'épanouissement intérieur, d'accomplissement graduel qui trouve son salut à travers plusieurs formes et moyens, comme la pratique de l'écriture et de la lecture ou de la peinture, ce qui va mener à une attitude que Jung appelle une attitude transcendante, la fonction transcendante. Si l'écriture a fortement contribué à donner corps à l'absence paternelle et aux traces de mémoire qui restent aux auteurs, elle se présente aussi comme un moyen de contrôler les émotions, les assouvir et les adoucir, formant ainsi une sorte de réhabilitation psychologique dans l'une de ses formes les plus palpables.
Nimier explicite cette dimension thérapeutique et salvatrice en faisant des analogies frappantes entre le pouvoir de l'écriture et celui de la médecine. En parlant de son frère médecin, Nimier affirme qui, c'est-à-dire elle et lui, exercent le même métier sous des formes différentes. Écrire pour réveiller, écrire pour endormir. Cette mise en relation explicite entre l'écriture et la médecine est une manière pour la narratrice de sortir de l'impasse psychologique causée par les blessures, tout en montrant le pouvoir délivrant de l'écriture. L'écriture se présentant comme un moyen susceptible de m'aider à sortir de l'impasse et de répondre encore toujours à la double injonction paternelle. Conclusion, l'écriture s'impose comme une force soignante, curative et salvatrice pour les narratrices, auteurs, personnages à la fois. En dépit de toutes les difficultés et les déceptions rencontrées, les écrivains ne sont parvenus à revisiter la blessure, la cicatriser et vivre avec la cicatrice, se frayant ainsi une place modeste dans l'entre-deux, qu'ils vivent dans une sérénité plus ou moins complète. La réconciliation s'est alors accomplie. L'effort de reconstruction s'affirme par identifier et reconnaître leurs perturbations et leurs angoisses et se mettre face à leur passé. Peut-être arrive-t-elle à pardonner les torts et séquelles causés en vue de renaître à nouveau. Sibylle Lacan, devant la tombe de son père, lance un cri émouvant. « Cher papa, tu es mon père, tu sais. » Il a sûrement entendu, dit-elle. Merci de votre écoute et voilà, merci de votre écoute. C'est nous qui vous remercions, professeur. C'est nous qui vous remercions. Là, un autre registre de l'écriture de soi personnelle, l'écriture de soi pour combler des failles, aussi bien psychologiques qu'existentielles, pour combler surtout l'affront face à un père, par exemple. Pour Lacan, c'est une personnalité tout à fait écrasante et on ne sort pas indemne en étant fils de Lacan. C'est clair. Mais quand on est l'écriture dans la restauration de soi, d'un certain nombre de failles, c'est la réduire un peu parce que la littérature est beaucoup plus noble que cela, et beaucoup plus universelle que cela, et beaucoup plus ambitieuse que cela. Quoi qu'il en soit, nous avons affaire à deux auteurs. L'une est traductrice donc, de 3 langues, si j'ai bonne mémoire, et l'autre, elle est plus ou moins pluridisciplinaire dans l'art, donc chanteuse, comédienne, peintre, écrivaine, comme on dit aujourd'hui. Donc ça les autorise d'une certaine manière à écrire et à écrire de manière féconde et de manière là aussi instructive. Voilà, merci encore, professeur.